prendre le sujet par la lorgnette purement juridique peut s'avérer sur le moyen terme très contre-productif, parce que justement, c'est une approche qui ne permet pas une intégration business et une gestion collaborative de ces projets, alors même que la mise en œuvre du RGPD, elle est à 80% opérationnelle, technique. Voilà. Donc, je préfère, quand je parle de protection des données, je préfère largement parler avec ces entreprises de project management, de customer success, d'optimisation de l'acquisition d'outils. Voilà. Leur rôle a beaucoup changé, notamment depuis un arrêt de la Cour européenne de justice, qui est l'arrêt Max Schrems 2, qui, pour la deuxième fois en l'espace de 5 ans, a complètement chamboulé on va dire, annulé un instrument privilégié, un instrument juridique privilégié qui permettait aux entreprises européennes de transférer de la donnée vers les États-Unis. Ah. Et là, ça fait bouger les lignes. À partir de ce moment-là, il s'agit pour des acteurs américains qui, d'un point de vue juridique et du point de vue du RGPD, sont des sous-traitants de données personnelles. Il s'agit de montrer patte blanche et effectivement d'expliquer à des responsables de traitement, leurs clients, nous, comment on peut transférer de la donnée de manière licite. Et licite est égal à sécurisé, qui est égal à le gouvernement américain et les agences de surveillance ont accès potentiellement aux données, mais dans un cadre qui est équivalent au cadre européen. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile à l'heure qu'il est de garantir. Alors, on a eu un accord avant-hier entre le gouvernement américain et la Commission européenne, justement, sur un nouveau mécanisme de transfert. Mais avant que on atteigne la clarté juridique qui permette de simplifier cette conversation pour les juristes et pour les opérationnels, il y a un peu de boulot. Le résultat de toutes ces discussions, c'est que ces entreprises sous-traitantes, donc des Redshift, des Snowflake, des Azure, ont dû mettre en place des information centers, des clauses contractuelles un peu plus sur mesure pour pouvoir montrer patte blanche et continuer à acquérir des clients. D'accord. Donc tout ça constitue une forme de guide, facilite la conversation. Parfois même, je l'ai constaté chez des pairs, permet d'acquérir des leviers de négociation là où il n'y en avait pas du tout. Hein, notamment sur des garanties de sécurité, même sur du pricing, en fait. Par exemple, quand moi je suis juriste et que je vais négocier un deal avec un hébergeur de données, je vais faire attention à la localisation des données. Et donc peut-être qu'en échange avec des trade-offs, je vais arriver à obtenir un meilleur prix parce que je n'aurai pas localisé ma donnée en France, mais que j'aurai des garanties de sécurité supplémentaires. D'accord. Il y a un rôle aussi qui va être croissant pour des DPO ou des experts de la protection des données personnelles quand on regarde de l'outillage. C'est est-ce que ces solutions proposent comme on va dire comme garde-fou, comme là, je suis en train de penser à tout ce qui est privacy engineering et aux privacy enhancing technologies. C'est-à-dire de plus en plus, ces éditeurs vont pouvoir proposer des briques de privacy algorithmique qui sont intégrées au développement du data lake ou du data warehouse. D'accord. Je pense à des boîtes comme Gretel, qui est une boîte américaine qui propose des privacy API et donc de développer des datasets à partir de données qu'on appelle synthétiques. D'accord. Voilà. Donc là, la brique intelligence artificielle, en fait, qui est intégrée à la plateforme.
Exactement. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. C'est aussi pour ça qu'il est impératif pour les DPO de s'acculturer à la technologie pour pouvoir comprendre l'apport de solutions comme ça et les proposer au bon timing. Et un bon timing, c'est la construction d'un data lake. Le RGPD, effectivement, ne connaît pas les notions de données structurées et non structurées. Ouais. Donc, c'est une des frontières de la protection des données personnelles au sens juridique du terme, puisque pour pouvoir le faire, ça veut dire qu'on doit développer des outils de cartographie des données et donc une ontologie de la donnée qui permettent d'aller l'identifier. Et donc là, il y a un marché énorme du data mapping aussi qui est en train de se développer. Je pense à des boîtes comme Ethica aux États-Unis ou à une toute petite start-up en France avec laquelle j'ai un rendez-vous d'ailleurs demain qui s'appelle Leto et qui promettent de se plugger à votre data lake et d'aller tout classer et cartographier automatiquement en 2 coups de cuillère à clic. Et effectivement, en attendant d'y arriver, eh bien, on y va un peu à la mano. Il s'agit d'être malin, de savoir de se reposer sur des cartographies qui ont déjà été faites par la sécurité ou par la DSI, d'utiliser ces nouveaux outils et voilà, et d'être ouvert et de voir de quoi ils sont capables. Et puis pour le reste, puisque de toute façon, on ne s'en passera jamais, il s'agit de, encore une fois, connaître le business, puisque c'est en connaissant les finalités qu'on va pouvoir induire en fait des classifications de données. Si je connais bien mon produit, si je connais bien mon business, je connais les finalités et donc je connais et je peux induire le type de données dont ils ont raisonnablement besoin pour remplir leurs objectifs. Quels sont à minima les données auxquelles mon client moyen, on peut faire plusieurs personas, même si on a travaillé un peu en marketing, quelles sont les données qu'on va me demander pour m'assurer de les avoir structurées dès le départ et de pouvoir, on va dire, automatiser la transmission de ces données dans le cadre d'une demande d'accès. Le droit d'accès n'est pas un droit à accéder à toutes les données de l'entreprise qui pourraient vous concerner de près ou de loin. Il y a une première frontière qui est celle déjà de la clarté de la demande. Donc, il faut déjà que on l'appelle le data subject, la personne concernée, puisse formuler ce qu'elle recherche. Or, donnez-moi tout ce que vous avez dans votre data lake. C'est une demande qu'on peut aisément challenger parce que, encore une fois, d'un point de vue logique, on se dit quelle est la valeur ajoutée pour la personne concernée. Ou alors, on va lui renvoyer comme Facebook, et ça a donné lieu d'ailleurs au premier arrêt Schrems avec la première annulation de l'instrument de transfert des données. C'est Max Schrems, qui était un étudiant activiste autrichien, qui est allé demander toutes ces données à Facebook. Et comme à l'époque, il n'avait pas de process en place, pour un peu j'imagine, le dissuader, il lui a envoyé, je crois qu'il y avait 24 000 pages qu'ils ont fait livrer chez lui dans des cartons. Que veut mon client et qu'est-ce qu'il est légitimement en droit d'attendre? La plupart du temps, c'est est-ce que vous savez, les 2 questions à se poser, c'est est-ce que vous savez qui je suis? Donc, est-ce que vous savez m'identifier de manière plutôt directe? Donc là, ça va éliminer effectivement plein de données non structurées qui sont encore des données personnelles, hein, je précise, mais qui, comme elles sont non structurées ou pseudonymisées avec différents niveaux d'entropie, vont pas permettre d'aller identifier la personne comme une adresse IP, comme une adresse mail, comme un numéro de téléphone, etc. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que l'entreprise peut prendre des décisions sur moi à partir de modèles de prédiction et de profilage qui vont impacter mon libre arbitre, mon processus de décision, est-ce que ça peut créer de la discrimination, etc. Donc, typiquement, quand on regarde les réseaux sociaux,
il est légitime que quand je demande à, je ne sais pas, Facebook, est-ce que, enfin, comment ils me profilent et quelles sont les données qu'ils utilisent pour vendre ces profils à des publicitaires, il est légitime que Facebook ait une réponse consistante à me donner. Cette réponse-là, enfin cette question-là, c'est une question qui va être répondue par l'exercice d'autres droits, comme le droit à l'information, où là, effectivement, on est dans l'obligation en tant que responsable de traitement, en tant qu'entreprise, on est dans l'obligation de répondre et de dire quelles activités de profilage on envisage à partir de telle ou telle donnée. Mais pour autant, on ne va pas y donner accès puisque c'est complètement pas structuré. Sur l'analyse d'un projet de data lake, sur les points d'attention, c'est les politiques d'accès. Qui va avoir accès à ces données-là? Et ça, par exemple, quand on a du mal à cartographier une donnée ou à cartographier ses risques, c'est des très bons réflexes à avoir que de dire, que de lister en a need-to-know basis. Ça peut être par fonction, ça peut être même nommément pour des toutes petites entreprises jusqu'à une certaine taille, mais on limite l'accès à ce pool de données. Ouais. L'enjeu, notamment en sécurité, qui rejoint celui de l'analyse privacy, c'est qu'est-ce qui se passe si la donnée fuite? Qu'est-ce qui se passe si on est victime d'un ransomware? Qu'est-ce qui se passe si la donnée fuite et se retrouve publique? C'est clair. Est-ce qu'on a envie de multiplier les investigations fois le nombre de personnes qui ont pu avoir accès à ces données dans l'entreprise? Ou est-ce qu'on a une politique claire à laquelle on peut se référer pour créer soit une cellule de crise, en tout cas avancer les investigations? Si tu as une bonne culture de la privacy, de la protection des données et de tout ce que ça représente comme enjeu de confiance, de réputation et de protection du revenu, ça veut dire qu'au moment d'avoir ces conversations, chacun a des grands principes en tête et bénéficie donc soit d'un niveau d'autonomie, soit d'un niveau de confiance. C'est pour ça, par exemple, chez Ledger, j'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois à faire juste de l'awareness. Parce que j'étais toute seule, c'est tout ce que je pouvais faire pour autonomiser en fait un minimum les membres de l'équipe. Et c'est une confiance qui s'est retrouvée ensuite dans des projets opérationnels.